Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nouveau d'avoir accepté cette présentation dans le cadre de ce colloque Capital environnemental. Alors effectivement, dans le cadre de cette session consacrée aux espaces emblématiques, au prisme du capital environnemental, je vous propose de partir en Europe du Nord pour nous intéresser à une particularité juridique qui finalement fait de la nature un bien commun universel, qui va venir modifier en profondeur presque les conceptions classiques des espaces naturels et surtout des rapports sociaux à ces espaces naturels. Ainsi, j'ai tenté de me saisir de cette grille d'analyse du capital environnemental pour poser un regard géographique sur ce droit de libre accès à la nature en Europe du Nord et pour l'appréhender d'une manière qui me semble à la fois originale et finalement très pertinente. Donc, en effet, cette garantie de l'accessibilité à la nature est une forme, on peut considérer qu'il s'agit d'une forme d'investissement dans l'environnement et dans ses valeurs. Et à ce titre, c'est la première hypothèse qui me sert de support à cette présentation, à savoir que le droit de libre accès à la nature constitue un capital environnemental ou une forme de capital environnemental. La seconde hypothèse qui guidera un petit peu mes propos est de considérer qu'un espace contractuel entre l'usage public d'espaces qui sont foncièrement privés, qui sont détenus par des propriétaires, un espace contractuel émerge et finalement vient donner sens à ce capital environnemental. Autrement dit, ce capital environnemental se déploie au sein de cet espace contractuel. Donc pour ce faire, je vous propose de poser différentes questions et de pousser en différents temps. Le premier temps sera bien sûr de vous éclairer un petit peu plus peut-être sur ce qu'est tout simplement ce droit de libre accès à la nature, quels sont ses fondements, quelles sont ses formes, quelles sont ses modalités d'application. Puis nous rentrerons vraiment dans le vif du sujet en considérant cette liberté d'accès ou cette libre accessibilité comme un capital environnemental ayant un caractère quelque peu universel. Alors ce caractère universel reste à interroger bien sûr, en essayant de voir dans quelle mesure le droit de libre accès à la nature est un investissement dans l'environnement qui répond à une demande sociale de naturalité, et cette demande sociale permet justement de valider le caractère capital environnemental de ce droit de libre accès. Et enfin, je mobiliserai donc cette notion d'espace contractuel en Europe du Nord qui émerge au prisme de ce droit de libre accès qui finalement vient flouter, rendre hybride les limites entre espace public et espace privé. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le droit de libre accès à la nature en Europe du Nord? C'est un droit, initialement un droit coutumier, un héritage médiéval, un héritage construit dans une société rurale, presque dans une société communautarisée, une forme de droit tacite qui permet à tout un chacun de parcourir, d'utiliser, d'user, de profiter d'un espace naturel, et aujourd'hui de plus en plus d'un d'espace assimilé à un espace naturel, indépendamment de son statut foncier. C'est ce caractère, cette disjonction entre le statut foncier d'un côté et l'usage public de l'autre qui vient faire la spécificité de ce droit de libre accès à la nature. Donc, un autre élément assez intéressant, il me semble, quand on s'intéresse à ce droit de libre accès à la nature, est justement de constater que cette notion de nature est implicite. La traduction littérale, que ce soit en norvégien, en suédois, en finnois, en islandais, etc., ne fait pas apparaître la notion de nature. On parlerait plutôt de droit de tous les hommes, de droit de tout à chacun. Et donc cette notion de nature est intégrée au sein du droit de libre accès sans transparaître directement dans le terme même. Alors pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce qu'en français c'est la traduction la plus communément admise, la plus communément acceptée, droit de libre accès à la nature, droit public d'accès à la nature, et essentiellement pour distinguer avec un certain nombre d'autres droits de libre accès, notamment des droits de libre accès aux données, par exemple. Ainsi, il s'agit d'une liberté pour tous de traverser et de pratiquer l'ensemble des espaces naturels.
en fait, ce droit de libre accès à la nature peut être interprété comme un outil de justice environnementale. On a évoqué hier cette notion de justice environnementale, alors je la mobilise de nouveau, dans un contexte où finalement les inégalités sociales, socio-spatiales sont moindres comparativement à d'autres pays du monde. J'aurais pu vous proposer, à la place de cette photo d'une réserve naturelle de Vicky, de la réserve naturelle de Vicky à Helsinki, une carte avec le coefficient Gini, que vous connaissez sans doute tous à l'échelle européenne par exemple. On aurait vu ressortir notamment ces espaces d'Europe du Nord où les inégalités socio-spatiales sont moindres entre les individus. Pourtant, même dans ce contexte, et surtout presque dans ce contexte, on va chercher à garantir l'égalité d'accès à cette nature considérée comme un bien commun. Et ainsi, l'objectif est de répartir les bénéfices environnementaux à l'ensemble de la société et de répondre de la manière la plus équitable possible à cette demande sociale presque collective de nature et de naturalité. Donc quelques éléments un petit peu plus précis, puisque ici il s'agit d'un principe commun et partagé dans la plupart des pays d'Europe du Nord. Il existe tout de même des déclinaisons nationales, quelques variations selon les pays, autour de ce principe de libre accès à la nature, et au-delà des différentes appellations nationales, certaines dimensions sont plus ou moins mises en avant en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande ou au Danemark. Et par exemple, en Norvège, c'est essentiellement le caractère mobile d'un certain nombre d'activités, la possibilité justement de parcourir, de se déplacer au sein de ces espaces naturels qui est valorisé. Là où, en Suède, c'est essentiellement la diversité des pratiques qui est promue dans un objectif presque d'éducation environnementale, de sensibilisation à minima à l'environnement. C'est à peu près le même cas en Finlande, et au contraire, en Islande, c'est presque un droit très spécifique qui est encouragé, en tout cas qui cherche à être garanti, à savoir un droit de cueillette. Le cas danois est un cas quelque peu particulier où le droit de libre accès à la nature est moindre, de manière extrêmement schématique. J'ai essayé de détailler un petit peu plus dans le papier qui accompagne cette présentation. On pourrait dire que finalement l'Allemansretten danois avait presque disparu, avec un mouvement d'enclosure assez connu en Europe sur le modèle anglais, et au cours du XXe siècle, il a cherché à être peu à peu réaffirmé par le législateur, mais pour autant, les usagers, les Danois, ne se saisissent que très partiellement de ces possibilités offertes par le législateur. Et justement, c'est une autre différence importante, à savoir que le cadre législatif qui vient préciser au cours du XXe siècle ce droit d'accès à la nature varie selon les pays. Un exemple, à mon avis, particulièrement intéressant est l'exemple suédois, puisque ce droit a été constitutionnalisé en 1994. On est juste un an avant l'intégration de la Suède au sein de l'Union européenne, et l'objectif était bel et bien de garantir ce droit de libre accès à la nature, même si, en contrepartie, ce n'est même pas présent dans le tableau, les droits de propriété privée ont également été renforcés. Donc c'est une sorte de compromis entre les deux qui est apparu. Les lois qui encadrent ces droits sont soit relatives aux loisirs de plein air, de pleine nature, aux activités récréatives, soit plutôt relatives aux lois, au cadre législatif qui pensent la protection de la nature. Donc, au-delà de ce droit, un corollaire important de ce droit des usagers, de ce droit de libre accès à la nature, est un ensemble de devoirs, finalement, et on pourrait les appréhender de deux manières. La première d'appréhender ces devoirs serait d'entrer par le registre normatif, c'est-à-dire quelles sont les contraintes qui sont posées par l'institution, par les structures institutionnelles, par un certain nombre d'associations, pour expliquer aux usagers et demander, plus qu'expliquer, également une forme de contrainte, donc demander aux usagers de respecter un certain nombre de règles
assez précises. Des associations se spécialisent dans l'information des citoyens pour transmettre et se font finalement le relais entre l'État, l'institution étatique et les usagers. De manière très simple, on pourrait reprendre presque la devise de l'Agence de la protection environnementale suédoise, ne pas perturber, ne pas détruire, qui finalement synthétise et qui apparaît comme le leitmotiv de ce droit de libre accès à la nature. La deuxième manière d'appréhender ces droits est davantage à travers le registre de la morale, c'est-à-dire finalement du point de vue de l'usager, quels sont les droits que l'usager va lui-même, les devoirs pardon, que l'usager va lui-même se poser pour mobiliser ce droit de libre accès à la nature. Donc c'est une véritable responsabilisation de l'usager qui ici fait écho à une éthique environnementale, c'est-à-dire à un ensemble de principes moraux qui sont mobilisés, des principes qui sont supposés partagés par l'ensemble des usagers en fonction de valeurs environnementales qui, elles aussi, sont censées être partagées par l'ensemble de la société. Autrement dit, ce sont des règles plus ou moins évidentes qui devraient être implicites, même si elles sont de plus en plus souvent explicitées, des principes de bon sens qui viennent finalement régir ce droit de libre accès à la nature, qui viennent poser un certain nombre de limites vis-à-vis de ce droit. Des exemples très simples, c'est de respecter par exemple les cultures quand vous traversez un espace cultivé. Donc la manière dont le droit d'accès à la nature est conçu, finalement, pourrait en faire à divers égards un capital environnemental. Alors, c'est-à-dire un investissement dans des relations entre sujets et objets, entre la société et la nature. Et à ce propos, il faut bien entendre que la nature est conçue comme un bien commun universel à travers ce droit de libre accès, une universalité qui fait écho aux modèles sociaux phéno-scandinaves qui, s'ils ne le sont pas, en tout cas se veulent universalistes et qui permettent la quête d'un bien-être collectif et qui recherchent une forme d'universalité effective, et ce droit de libre accès à la nature, justement, est une forme d'effectivité de l'universalité. Autrement dit, c'est un investissement collectif dans un bien qui, dans un premier temps, est un bien non marchand, qui s'adresse véritablement à tous, que ce soit tous les citoyens de ces États, mais également toutes les personnes qui visitent ces pays. Et j'évoquerai dans un instant, justement, les évolutions dues au développement touristique. En effet, ces aménités environnementales constituent donc un capital commun, on pourrait dire, un capital environnemental commun, mais au-delà, ce droit de libre accès à la nature me semble être une manière de partager ce capital entre les différents acteurs, une forme de distribution finalement que l'on a évoqué hier également, d'un capital environnemental entre les différents acteurs. Alors là, une question qui me semble intéressante, qui avait été posée hier dans la discussion, c'est l'individualisation du partage ou du bénéfice du capital environnemental. Ici, elle me semble peut-être un petit peu délicate à identifier. Un partage qui se traduit par exemple avec la photo que vous avez ici, entre des promeneurs et des agriculteurs, par exemple, entre différents usagers également, mais aussi entre différents acteurs, que ce soit entre l'État et des associations ou des entreprises, etc. Une interprétation qui peut être faite et qui est souvent mobilisée quand on évoque la notion de bien commun, ou plus généralement de commun, est le risque de surfréquentation, de surexploitation. Et ici, je préfère mobiliser la théorie des communs d'Elinor Ostrom, qui vient pleinement déconstruire la tragédie des communs, au contraire, de Garrett Hardin, en constatant tout simplement que ce droit de libre accès à la nature ne se traduit pas, jamais presque, par une surfréquentation des espaces naturels ou une surexploitation de ces espaces naturels. Au contraire, c'est une manière de promouvoir
ces espaces, c'est une forme d'outil pédagogique, de sensibilisation environnementale. Mais ce droit de libre accès à la nature est aussi une manière de transmettre le capital environnemental. Et ici, je fais un clin d'œil à un certain nombre de documents qui promeuvent ce capital environnemental et qui mettent en avant des enfants, des jeunes enfants. Et ici, on est pleinement dans le paradigme du développement durable et de la transmission aux générations futures. Et ici, peut-être que cette capacité à transmettre un capital vient justement valider cette notion de capital environnemental. Alors, les sociétés nordiques, comme bien d'autres sociétés bien sûr, ont connu des évolutions structurelles au cours du XXe siècle notamment, qui ont modifié ou qui auraient pu modifier l'usage et la validation sociale de ce droit d'accès. Et ici, je souhaiterais prendre l'exemple du tourisme, du développement touristique assez important en Europe du Nord ces dernières décennies, qui aurait pu mettre à mal finalement ce droit de libre accès à la nature. En fait, il n'en a rien été. Et par exemple en Norvège, on observe une sorte de promotion concomitante entre les activités touristiques, et notamment les activités récréatives de pleine nature d'un côté, et le droit de libre accès à la nature de l'autre. Autrement dit, certains acteurs du tourisme vont mobiliser ce droit de libre accès pour valoriser un certain nombre d'activités. Et ici, nous sommes bien dans une valorisation économique de ce principe juridique, de ce droit de libre accès, et on retrouve une forme de convertibilité du capital environnemental en capital économique en l'occurrence. C'est un droit qui ne s'adresse donc pas exclusivement aux citoyens, mais bien à la totalité des touristes, nationaux ou étrangers, et donc on dépasse pleinement le cadre d'un bien national pour de nouveau penser davantage à un bien commun universel. Une autre évolution structurelle de ces sociétés est leur urbanisation, une forte urbanisation, qui finalement vient nous interroger sur la manière de concentrer et d'utiliser cette libre accessibilité aux espaces naturels, et on observe des formes parfois de concentration du capital environnemental, concentration touristique, mais qui font écho à des formes de concentration urbaine, notamment dans certains hauts lieux touristiques. Je vous ai mis ici deux illustrations de Trolltunga en Norvège et de Fredrikstad également en Norvège. Donc sommes-nous dans une forme de capitalisation environnementale qui montrerait peut-être une lecture un petit peu plus dynamique de ce capital environnemental, un petit peu plus évolutif. Donc, à travers l'usage public de ces espaces privés qui permet, le droit de libre accès construit finalement un espace contractuel au sein duquel va se déployer, va s'affirmer le capital environnemental. Et donc, on pourrait, dans un premier temps, voir différentes formes de contractualisation, de contrat spatial, un premier contrat spatial assez théorique entre l'homme et la nature qui pose un certain nombre de questions. La première question étant le statut juridique de la nature, à savoir, pouvons-nous considérer que la nature apparaît comme un sujet de droit, une question qui est très fortement discutée par les juristes, surtout par les philosophes. Ici, je fais un clin d'œil au contrat naturel de Michel Serres, mais qui n'est pas pleinement accepté, mais qui permettrait de considérer que la nature est finalement partie contractante, à l'image de cette illustration, de cette photographie de Marianne Rush, qui finalement met en scène le code civil norvégien au sein de la nature pour montrer une très forte imbrication et donc même une forme de contractualisation entre la nature d'un côté et l'homme de l'autre. Un second contrat spatial, davantage pratique, celui-ci émerge entre les acteurs, à savoir entre les citoyens et les touristes, entre les usagers et les propriétaires, entre les différents usagers eux-mêmes. Un contrat doit être dressé pour partager un même espace selon différentes modalités, et ce contrat est bien établi par le droit de libre accès à la nature. Ainsi, une sorte d'équilibre social apparaît au sein des espaces naturels, même si je ne voudrais pas que vous ayez une vision trop idyllique
cette situation, même si certaines formes de conflictualité existent, réelles ou potentielles, mais peuvent être observées. Et ce sont notamment un certain nombre de velléités des propriétaires pour affirmer leurs droits de propriété privée qui transparaissent notamment en affichant justement une interdiction de pénétrer dans cet espace privé, alors que cette interdiction justement ne devrait pas avoir lieu. Alors, pour me diriger vers la conclusion, je vous propose une modélisation finalement de cet espace contractuel, peut-être un petit peu plus visuel, pour bien voir que nous sommes ici dans une sorte d'entre-deux spatial, entre un espace public défini par sa libre accessibilité en vertu de ce droit spécifique, un espace public au sein duquel on observe différentes pratiques, différents usages, qui vient finalement se superposer à un espace privé, un espace qui est détenu par des propriétaires au sens foncier du terme, et donc cette superposition vient faire apparaître un espace contractuel qui, c'est bien sûr plus une proposition qu'une affirmation, qui pourrait être l'espace privilégié au sein duquel se déploie le capital environnemental et plus largement une forme de capitalisation environnementale. Donc pour conclure, quelques éléments de synthèse, quelques éléments qui nous semblent particulièrement importants, c'est tout d'abord de constater l'existence même de ce principe juridique qui fait de la nature un bien commun universel qui permet la libre accessibilité à ces espaces naturels indépendamment de leur statut foncier. Plus précisément, les aménités et les services environnementaux qui sont reconnus à travers ce droit de libre accès à la nature semblent en faire un capital environnemental qui aurait un caractère universel à certains égards. C'est également une manière de partager ce capital environnemental, un partage qui se fait de manière privilégiée au sein d'un espace contractuel, mais de manière plus général, ce regard sur ce droit de libre accès à la nature en Europe du Nord nous invite à interroger, à questionner l'efficience du modèle environnemental nordique. Je vous remercie.